Ils avaient oublié un détail minuscule, presque dissous dans le bruit du Sahel, et c'est là que tout a basculé. Deux anomalies dans le ciel, si régulières qu'on les croyait d'anodines, ont pourtant révélé une brèche que personne n'avait anticipée. Surtout pas ceux qui surveillaient l'Afrique depuis leur tour vitrée. Alors, que signifie vraiment ce bourdonnement sans importance lorsqu'on le replace à hauteur d'homme, à hauteur d'un pays, à hauteur d'Ibrahim Traoré, dans un Sahel que l'on disait condamné au silence? Dans l'obscurité fragile de ces nuits, ce même ciel a commencé à se retourner, lentement mais sûrement, en faveur de sa souveraineté. Ce récit promet de dévoiler non seulement comment un pays souvent considéré comme marginal a perçu l'invisible, mais aussi pourquoi cette perception a transformé un simple signal aérien en enjeu stratégique majeur. Le bénéfice pour le lecteur tient en 10 mots. Comprendre comment un détail mineur devient un levier géopolitique majeur. Car dans cette affaire, chaque élément compte, du premier bourdonnement à la réaction calculée qui a suivi. Ce qui est en jeu dépasse largement le Burkina Faso. C'est l'idée même de souveraineté dans un monde où les frontières ne se limitent plus au sol. Dans un environnement saturé de récits imposés par les puissances étrangères, la capacité à repérer un mouvement discret peut déterminer la survie politique d'une nation. Les premiers rapports n'étaient pas spectaculaires, mais ils révélaient deux éléments décisifs: une répétition presque parfaite des trajectoires nocturnes et un intervalle de 17 minutes entre chaque apparition, trop précis pour être accidentel. Ce fut la première fissure dans le récit dominant, celle qui indiquait que le ciel du Burkina Faso n'était pas simplement traversé, mais bel et bien observé avec méthode. À partir de là, la chaîne causale devint plus nette. Le bourdonnement, que beaucoup prenaient pour une perturbation atmosphérique, correspondait en réalité à un schéma détecté par les opérateurs les plus attentifs. Ce n'était ni une rumeur ni une exagération. Les signaux faibles convergeaient vers une présence étrangère, suffisamment discrète pour passer sous les radars normaux, mais trop régulière pour échapper à ceux qui savaient regarder. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré prit une dimension entièrement nouvelle. La région du Sahel connaissait déjà une saturation de manœuvres étrangères, oscillant entre opérations militaires non déclarées et surveillance technologique diffuse. Cette zone, souvent traitée comme un espace périphérique par les puissances mondiales, était devenue un théâtre d'expérimentation silencieuse où les drones circulaient avec une liberté presque totale. Le Burkina Faso, lui, faisait face à un paradoxe brutal. Un pays sous-équipé, mais situé au cœur de zones minières et frontalières que plusieurs États considéraient stratégiques. À mesure que les bourdonnements se rapprochaient des sites sensibles, les rapports internes se multipliaient. Certains étaient incomplets, d'autres contraires, mais ils dessinaient ensemble une tension croissante. C'est alors que la question centrale, ouverte dès le premier instant, trouva son premier écho. Si les signaux n'étaient pas naturels, à qui servait ce silence dans le ciel? Et surtout, pourquoi personne, en dehors d'un cercle réduit autour de Traoré, ne semblait vouloir admettre l'ampleur du phénomène? La situation, jusque-là traitée comme un incident mineur, révélait un paysage entièrement différent, un espace aérien où chaque nuit pouvait devenir un prélude à une décision stratégique. Dans les semaines qui suivirent les premières alertes, un petit cercle d'analystes et de techniciens devint la véritable boussole intérieure du pays. Ils n'étaient ni nombreux ni équipés d'outils sophistiqués, mais ils possédaient quelque chose d'essentiel: la capacité de repérer les décalages que personne ne voulait voir. Leur rôle n'était pas de prédire l'avenir, mais de comprendre comment un signal discret pouvait s'élargir en menace structurelle. Ces femmes et ces hommes, souvent relégués en marge de la chaîne de commandement, devinrent les premiers à cartographier les schémas cachés qui traversaient le ciel.
Un premier cas fit basculer la perception générale. Un opérateur expérimenté remarqua que les trajectoires se rapprochaient systématiquement d'une zone jadis considérée sans intérêt stratégique. En recoupant d'anciens relevés météorologiques et des données militaires archivées, il démontra que ce mouvement n'avait rien de naturel. La découverte, bien que minime, générera aussitôt une pression nouvelle dans les salles d'analyse, où l'on comprit que le phénomène n'était plus isolé. Un second cas acheva de convaincre les sceptiques. Une nuit, deux signaux identiques traversèrent simultanément deux points opposés du pays, suivant un schéma trop symétrique pour être le produit du hasard. Ce simple croisement imposa une lecture entièrement différente de la situation, révélant que la surveillance n'était pas seulement persistante, mais coordonnée. À ce stade, la question n'était plus de savoir si une intrusion existait, mais de mesurer à quel point elle remodelait la marge de manœuvre politique du pays. Alors, que signifie réellement un ciel surveillé lorsque les premières preuves commencent à s'aligner? Tout commença par une série d'éléments que beaucoup auraient ignorés, mais qui, mis bout à bout, formèrent le véritable point de bascule. L'activation se produisit lorsque les radars vieillissants détectèrent pour la quatrième nuit consécutive une trajectoire identique, comme si un motif invisible s'imprimait sur le ciel. Les opérateurs ne savaient pas encore qu'ils regardaient la première pièce d'un mécanisme bien plus vaste, un engrenage qui, une fois lancé, pousserait le Burkina Faso à reconsidérer la nature même de son espace aérien. La première réaction fut hésitante. Un simple signalement interne, sans urgence apparente, mais qui déclencha une série de vérifications croisées. Puis, une deuxième étape prit forme. Les techniciens remarquèrent qu'un des signaux se déplaçait à une altitude inhabituelle, suffisamment basse pour échapper au système classique, mais assez stable pour indiquer une propulsion contrôlée. Cette découverte fit monter d'un cran la tension au sein du commandement militaire. C'est alors que Ibrahim Traoré entra plus directement dans la séquence décisionnelle. Il exigea que toutes les données disponibles soient comparées aux relevés des mois précédents. Il ne s'agissait plus de spéculer, mais d'établir une cohérence. Les trajectoires, une fois cartographiées, dessinèrent un couloir précis reliant des zones minières sensibles et plusieurs points frontaliers. Cette symétrie ne pouvait plus être interprétée comme un hasard. La montée en intensité se produisit lorsqu'un troisième signal apparut, cette fois plus rapide, comme s'il effectuait une reconnaissance approfondie des défenses terrestres. Les mouvements répétitifs, d'abord perçus comme un bruit lointain, devinrent une présence oppressante. Chaque nuit ajoutait d'un fil supplémentaire à la toile. Les analystes commencèrent à suspecter une coordination extérieure. Ibrahim Traoré, informé des nouveaux schémas, ordonna une série de tests discrets sur les fréquences, cherchant à déterminer si ces objets répondaient entre eux. Les résultats furent troublants. Les variations de fréquence semblaient synchronisées, suggérant une communication interne entre les drones. Le moment de la haute tension arriva lorsque les trajectoires commencèrent à converger vers un site militaire stratégique, pourtant absent de toute carte publique. Cette approche silencieuse parfaitement calculée força l'état-major à admettre que la surveillance n'était plus ponctuelle, mais intentionnelle. Les observations montraient que les drones adaptaient leur route en fonction des conditions météorologiques, comme s'ils possédaient une lecture avancée de l'environnement. Le doute se transforma alors en certitude. Une stratégie extérieure se déployait au-dessus du pays, lente, méthodique, difficile à contrer. La phase de du champ surgit ensuite, non pas sous la forme d'une attaque directe, mais d'un étouffement progressif de la marge d'action nationale. Les nuits devinrent plus lourdes pour les habitants des villages proches des zones sensibles. Le bourdonnement, auquel on avait d'abord accordé peu d'importance, commença à nourrir l'inquiétude. Les rapporteurs locaux remarquaient des animaux agités.
des communications brouillées, des interruptions électriques sporadiques. Ce tableau fragmenté obligea l'armée à multiplier les observations humaines pour compléter les insuffisances technologiques. À mesure que les signaux s'accumulaient, l'appareil étatique comprit que le pays avançait vers un point où l'inaction deviendrait une faiblesse irrémédiable. Chaque élément de la chaîne, l'activation, la montée en puissance, puis les répercussions civiles, dessinait un horizon où le Burkina Faso devrait choisir entre subir ou répondre. Et derrière ce choix, une question revenait. Comment un pays aux moyens limités pouvait-il inverser une dynamique imposée depuis des cieux qui ne lui obéissaient plus? Les données accumulées au fil des semaines offrirent enfin un socle mesurable capable de transformer les intuitions dispersées en certitudes opérationnelles. Le premier chiffre marquant fut la répétition de 28 trajectoires identiques relevées sur une période où l'on ne s'attendait normalement à aucune activité aérienne particulière. Ce nombre, en apparence anodin, prit rapidement une valeur stratégique. Il révélait un rythme si régulier qu'il ne pouvait appartenir à un phénomène naturel. Une cadence aussi stable indique généralement une programmation centralisée, ce qui confirme l'existence d'une intervention extérieure méticuleusement orchestrée. Le deuxième indicateur déterminant fut la présence d'un intervalle constant de 17 minutes entre certains passages nocturnes, un écart trop précis pour être le fruit du hasard. L'analyse montra que cette périodicité correspondait au cycle de surveillance utilisé dans plusieurs systèmes étrangers. Un intervalle aussi uniforme suggère un protocole automatisé conçu pour couvrir un maximum de zones sans dépenser de ressources inutiles. Pour les analystes de Traoré, cette donnée forma un pivot essentiel. Elle impliquait une intention de cartographier le territoire avec une précision clinique, sans provoquer l'alerte des défenses classiques. Le troisième chiffre, peut-être le plus révélateur, fut le relevé de 9 zones sensibles survolées de manière répétée. Chacune associée à un intérêt stratégique clair, frontières, ressources ou infrastructures militaires discrètes. Le fait que ces 9 zones reviennent continuellement dans les trajectoires démontra que les drones n'exploraient pas le pays au hasard. Ce ciblage constant, étroit et méthodique indique une mission de collecte sélective plutôt qu'une surveillance générale. Les analystes comprirent alors que les drones suivaient une logique d'extraction d'informations plutôt qu'une simple reconnaissance aérienne standard. Avec ces trois groupes de données, l'équipe disposait enfin d'un squelette quantifiable, capable d'étayer les préoccupations initiales par des preuves concrètes. Ibrahim Traoré, en recevant la synthèse, insista pour que les corrélations soient testées à nouveau, cette fois en superposant les trajectoires aux dates de tension régionale. Le résultat confirma une convergence quasi parfaite. Chaque période d'activité étrangère accrue dans le Sahel correspondait à une intensification des survols burkinabés. Ce parallélisme ajouta une couche supplémentaire à l'interprétation militaire, montrant que la surveillance aérienne n'était pas isolée, mais intégrée à un jeu géopolitique élargi. Face à ces chiffres, une nouvelle compréhension émergea. La question n'était plus de savoir si le pays était surveillé, mais pourquoi avec une telle constance. La structure mathématique des trajectoires, les intervalles réguliers et la répétition des zones critiques suggéraient une stratégie d'anticipation. Observer avant d'influencer, cartographier avant de pressurer. Pour les défenseurs du Burkina Faso, ces données devinrent un outil décisif. Elles permirent d'élaborer un contre-modèle, non pas basé sur la force brute, mais sur la connaissance intime du terrain et des rythmes étrangers. Les chiffres, loin d'être abstraits, éclairaient désormais la logique d'un affrontement invisible. Ainsi, les preuves quantitatives ne servaient pas uniquement à constater une intrusion. Elles redéfinissaient les contours d'une riposte possible, plaçant le savoir au cœur de la défense nationale. Deux visions majeures s'affrontaient alors.
chacune portée par une logique apparemment solide. La première, soutenue par plusieurs experts étrangers, affirmait que le Burkina Faso n'avait tout simplement pas les moyens techniques de détecter, encore moins de contrer, une surveillance aérienne avancée. Selon ce raisonnement, les radars vieillissants, la faible couverture technologique et la rareté des équipements spécialisés rendaient presque impossible toute lecture fiable des signaux faibles observés dans le ciel. Pour ces analystes extérieurs, la répétition des trajectoires n'était qu'une illusion statistique, un enchaînement fortuit de mouvements aériens, amplifié par la méfiance et la tension géopolitique de la région. Dans cette perspective, imaginer une opération coordonnée était exagéré, voire irréaliste pour un pays sous-équipé. La seconde vision, incarnée par Ibrahim Traoré et une partie du commandement, reposait sur une interprétation très différente des mêmes éléments. Pour eux, l'absence d'outils sophistiqués ne signifiait pas absence d'intelligence stratégique. Les radars anciens pouvaient certes manquer de puissance, mais ils possédaient une vertu irremplaçable. Ils permettaient d'observer les anomalies répétitives sans être aveuglés par les filtres modernes. De plus, les relevés humains, ceux des soldats en poste, des techniciens et même des habitants de zones sensibles, formaient un complément précieux. Dans ce cadre, les trajectoires identiques, les intervalles réguliers et la concentration autour des sites stratégiques n'avaient rien d'un hasard. La synthèse de ces deux visions exigeait une réponse équilibrée. Le Stillman consiste à accorder du crédit aux arguments des sceptiques. Oui, le Burkina Faso manquait de ressources. Oui, ses outils technologiques étaient limités. Mais ces limites ne neutralisaient pas les faits observés. La cohérence des trajectoires, la régularité des signaux et leur alignement avec les sites sensibles créaient un faisceau d'indices que même les approches sceptiques ne pouvaient balayer. Ainsi, la position la plus solide, après avoir renforcé les deux thèses, indiquait que la surveillance extérieure était non seulement plausible, mais presque certaine dans la logique présentée par les données internes. Ce basculement ne provenait ni d'un incident spectaculaire ni d'une attaque ouverte, mais d'un détail que les équipes de surveillance avaient failli ignorer. Une variation infime dans le signal, un décalage presque imperceptible dans la fréquence, révéla que les drones modifiaient leur trajectoire en fonction des ajustements internes effectués par les techniciens burkinabés. Cette adaptation silencieuse prouva que l'observateur n'était pas passif. Il réagissait, il s'ajustait, il répondait. Ce fut là le véritable midpoint, le moment où le doute céda la place à une conviction ferme. Ibrahim Traoré, informé dans les heures qui suivirent, comprit immédiatement que cette réaction étrangère signait une vulnérabilité inattendue chez l'adversaire. Si les trajectoires changeaient en réponse aux recalibrages locaux, cela signifiait que les drones dépendaient d'un protocole rigide, sensible aux perturbations mineures. Cette faille, invisible jusque-là, repositionnait le rapport de force. Dès lors, l'enjeu n'était plus seulement de documenter la surveillance, mais de comprendre comment exploiter ce point faible pour rééquilibrer le champ stratégique. Un horizon nouveau s'ouvrait, celui d'une riposte calculée, façonnée non par la puissance brute mais par la précision discrète des signaux. Les conséquences de cette révélation ne restèrent pas confinées aux salles d'analyse. Elles s'étendirent rapidement à 4 sphères distinctes, chacune touchée à sa manière par la découverte de cette surveillance invisible. Au sein du Burkina Faso, la compréhension du phénomène transforma radicalement la gestion interne des risques. Les unités militaires, autrefois réactives et dispersées, furent réorganisées autour d'un dispositif plus cohérent, mobilisant des volontaires, des opérateurs et des observateurs locaux. Les villages proches des zones sensibles commencèrent à rapporter systématiquement les bruits aériens inhabituels, créant une boucle d'information continue que l'État n'avait jamais possédée.
L'effet fut double. D'une part, la population prit conscience de la fragilité de son espace aérien. D'autre part, le pays adopta une culture de vigilance collective, rare dans une région habituée à subir plutôt qu'à questionner le ciel. Ibrahim Traoré se trouva rapidement au cœur de cette dynamique nouvelle, où la souveraineté devenait une expérience quotidienne, partagée. Sur le terrain social, l'impact fut tout aussi palpable. Les habitants des zones rurales, d'abord inquiets, développèrent une forme d'unité nouvelle face à ce qui ressemblait à une intrusion extérieure. Les récits de bourdonnements répétitifs alimentèrent des discussions dans les marchés, les écoles, les lieux de culte. Cette conscience partagée créa un sentiment d'appartenance renforcé, non pas autour d'un danger imminent, mais autour d'un refus commun d'être silencieusement observé. Les jeunes, jusque-là détachés des questions militaires, commencèrent à s'intéresser aux enjeux de surveillance numérique, transformant une menace en moteur de prise de conscience citoyenne. Sur la scène internationale, l'événement provoqua un malaise tangible. Plusieurs capitales occidentales, persuadées de pouvoir mener des opérations discrètes, sous-estimèrent la capacité d'un pays sous-équipé à les détecter. La neutralisation ultérieure des drones, qui restaient encore entourés de zones d'ombre dans les récits officiels, força ces puissances à réévaluer leur stratégie dans le Sahel. Les discussions diplomatiques se firent plus prudentes, les discours publics plus évasifs. La question, désormais, n'était plus de savoir si une intrusion avait existé, mais comment justifier sa présence sans déclencher un scandale ouvert. Au niveau régional, l'effet domino fut immédiat. Au Mali, au Niger, en Guinée, plusieurs observateurs militaires commencèrent à vérifier leurs propres relevés, se demandant si des schémas similaires n'avaient pas été négligés. L'acte du Burkina Faso devint un précédent. Il prouvait qu'un pays du Sahel pouvait non seulement identifier une surveillance étrangère, mais aussi y répondre avec stratégie. La prise de position d'Ibrahim Traoré inspira une réflexion plus large sur la souveraineté aérienne africaine, incitant des États voisins à renforcer leur propre vigilance. Ainsi, les effets de cet épisode dépassèrent largement la question technico-militaire. Ils redessinèrent les rapports de force, ravivèrent la conscience civique et placèrent la souveraineté africaine au centre du débat stratégique. Les mois qui suivirent ouvrirent une période d'incertitude stratégique où trois trajectoires possibles se dessinèrent, chacune porteuse d'enjeux différents pour le Burkina Faso et pour l'équilibre régional. Ces scénarios ne prédisaient rien avec certitude. Ils offraient plutôt un cadre pour penser l'avenir dans un environnement où la surveillance aérienne venait de révéler sa véritable portée. Dans cette première hypothèse, le pays consoliderait ses capacités de détection sans provoquer d'escalade directe. Les unités techniques poursuivraient la cartographie des trajectoires, intégrant chaque anomalie dans un modèle d'anticipation plus robuste. Les puissances extérieures, conscientes que leur présence n'est plus totalement invisible, ajusteraient leurs opérations pour réduire les signes trop flagrants. Le Burkina Faso maintiendrait ainsi une posture de vigilance accrue, sans franchir le seuil d'un affrontement diplomatique. Ce scénario offrirait une stabilité relative, où la priorité serait de préserver l'espace aérien sans déclencher une réaction hostile. Ici, l'avantage stratégique récemment obtenu pourrait devenir un levier politique. En capitalisant sur la découverte des schémas de surveillance, le Burkina Faso pourrait engager des discussions régionales pour bâtir un cadre de sécurité aérienne partagé. D'autres pays du Sahel, inspirés par l'exemple local, pourraient accepter une coordination accrue allant jusqu'à créer un protocole commun de détection et d'alerte. L'effet attendu serait une souveraineté renforcée, où la mutualisation des informations servirait de rempart collectif. Une telle dynamique offrirait
Une fenêtre rare pour redéfinir la place de l'Afrique dans la gestion de son propre ciel. Dans cette hypothèse, la réaction étrangère pourrait se durcir. Les opérateurs extérieurs, contrariés par la rupture de leur invisibilité, augmenteraient la sophistication de leurs outils ou élargiraient leur zone d'observation. Le Burkina Faso, en tentant d'y répondre, ferait face à une pression croissante susceptible d'étouffer son autonomie stratégique. Les tensions diplomatiques s'intensifieraient et la marge de manœuvre nationale se réduirait, laissant le pays naviguer dans un environnement hostile où chaque décision serait surveillée. Au-delà de ces trois chemins, une recommandation demeure. Penser en termes de conditions plutôt que de certitudes. Si l'information devient l'outil principal de la souveraineté moderne, alors comprendre comment elle circule et qui tente de la capter devient la première défense. Pour comprendre réellement ce que représente cet épisode, il faut revenir à celles et ceux qui en portent les conséquences directes. Au niveau individuel, trois groupes se trouvent particulièrement concernés, chacun vivant cette transformation stratégique depuis un angle unique. Pour eux, la question de la surveillance aérienne n'est pas théorique. Elle se manifeste par des nuits où le silence semble peser davantage qu'avant, par des signes discrets que seuls les regards habitués aux plaines du Sahel savent repérer. Ce qu'ils ressentent n'est pas seulement une inquiétude liée à l'inconnu, mais une prise de conscience que leur ciel, autrefois perçu comme une simple toile de fond, devient un espace contesté. Leur quotidien y en est affecté, parfois de manière infime, parfois plus fortement selon la proximité avec les zones sensibles. Dans les villes, un autre mouvement se dessine. Les jeunes, longtemps éloignés des questions militaires, découvrent que la souveraineté ne se limite plus aux frontières terrestres. Les discussions s'orientent vers les enjeux numériques, les technologies de surveillance, les risques liés aux puissances étrangères. Ce n'est plus seulement une histoire de drones, c'est une prise de conscience que la modernité impose de nouveaux terrains de vigilance. Pour eux, cet épisode agit comme un déclencheur intellectuel, un rappel que la stabilité d'un pays repose aussi sur sa capacité à comprendre l'invisible. À l'étranger, les Burkinabés observent cette situation avec un mélange de fierté et de préoccupation. Fierté parce que leur pays montre qu'il peut se défendre, préoccupation parce que l'équilibre géopolitique reste fragile. La diaspora devient alors un relais essentiel, portant le récit d'un pays qui refuse de rester silencieux. Ainsi, au-delà des chiffres et des trajectoires, l'enjeu touche profondément les individus. Chacun doit décider comment interpréter un ciel qui n'est plus tout à fait neutre. Pour transformer une prise de conscience en stratégie durable, le Burkina Faso devait structurer sa réponse autour d'un ensemble d'actions concrètes et progressives. Ibrahim Traoré, conscient que la souveraineté se gagne moins dans les déclarations que dans l'organisation du réel, fit privilégier une approche graduelle fondée sur 5 axes interdépendants. Le pays devait d'abord systématiser la collecte de signaux, qu'ils proviennent des radars, des patrouilles terrestres ou des observateurs civils. L'objectif n'était pas la sophistication, mais la densité de l'information. Les données jusque-là dispersées devaient converger vers une cellule centrale capable de comparer les trajectoires, repérer les anomalies et réduire le délai entre observation et interprétation. Cette centralisation offrait un gain de réactivité essentiel. Plutôt que de chercher des équipements coûteux, la stratégie consistait à optimiser ce qui existait déjà, recalibrer les radars anciens, utiliser les relevés manuels pour combler les angles morts, multiplier les points d'écoute. C'était une logique d'ingéniosité plus que de puissance. Pour éviter les redondances et les zones blanches, les forces armées, les volontaires et les techniciens devaient établir des protocoles de réaction communs. Une carte dynamique des signaux permettait de synchroniser les actions. Traoré savait que toute avancée resterait fragile sans volonté durable.
Il fallait donc intégrer cette stratégie dans une vision de long terme où chaque ajustement renforcerait la souveraineté nationale face aux pressions extérieures. En suivant ces étapes, le pays convertissait une menace silencieuse en architecture de résilience. Dans le calme revenu, après les nuits de tension, un souvenir persiste, celui des 2 cas qui avaient tout déclenché, ces signaux presque insignifiants que les premiers analystes avaient su reconnaître. Ce motif discret, né dans une salle d'observation modeste, réapparaît comme un fil conducteur permettant de comprendre la portée de ce qui s'est joué. Ibrahim Traoré, revisitant ces instants, y voyait moins un exploit technique qu'un acte de lucidité collective. Ce qui émeut dans cette histoire n'est pas seulement la résistance d'un pays, mais la manière dont un détail, un simple frémissement du ciel peut unir des regards dispersés. Les opérateurs, les habitants, les volontaires ont transformé un ciel menacé en horizon partagé. Cette mémoire commune devient alors un repère, une preuve que la souveraineté n'est pas un concept lointain mais une vigilance vécue. Et quand on regarde ces premières anomalies, qui semblaient sans importance, une phrase s'impose, simple et brève. Ce qui est minuscule peut tout renverser. Et l'histoire qui vient d'être retracée ne se limite pas à une suite de signaux et de trajectoires. Elle interroge notre manière de regarder un ciel que l'on croyait immuable. Ce que le Burkina Faso a traversé montre qu'un pays peut redéfinir sa place simplement en refusant de laisser l'invisible décider pour lui. Cette attitude, calme mais ferme, ouvre une réflexion plus large. Comment chaque nation, chaque communauté, chaque individu choisit-il d'habiter son propre espace, qu'il soit terrestre ou aérien? Il ne s'agit pas d'appeler à la confrontation, mais d'inviter à une vigilance lucide. Comprendre ce qui nous survole, ce qui nous observe, ce qui nous influence est désormais une forme essentielle de souveraineté moderne. Et cette histoire rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire les signes que l'on croyait insignifiants. Si ce récit vous parle, alors, la question finale devient un pont vers l'avenir. Quelle voix, quel regard, quelles actions souhaitez-vous ajouter à cette conversation sur la souveraineté et la liberté? Votre point de vue compte et la discussion reste ouverte.